Voilà, tout marche, ça enregistre. Stop. Non, c'est bon, stop, alors, voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, élu depuis 2011. Et j'ai donc le plaisir d'animer cet atelier sur la thématique « Les bienfaits de la nature sur la santé ». Merci à vous toutes et vous tous qui avez pu vous libérer pour être présents. Et on sait que suite à la plénière, il y a des gens qui vont remplir les chaises. De toute façon, cet atelier n'est pas retransmis en direct, mais sera diffusé ultérieurement, donc tout le monde pourra en profiter. Nos concitoyennes et concitoyens sont de plus en plus nombreuses et nombreux à souhaiter une autre approche de la santé, plus naturelle, plus écologique, axée sur la prévention et complémentaire de la médecine conventionnelle. Nous avons bien sûr et nous reconnaissons le besoin du recours à la médecine conventionnelle, qui est performante sur de nombreux points, mais a, dans plusieurs cas, des inconvénients, les effets secondaires, l'évolution générée, le manque de prévention, le risque lié par exemple à l'antibiorésistance. Ces inconvénients peuvent en partie être limités ou évités grâce à une approche plus naturelle de la santé. J'en suis convaincu, on a besoin de la nature et notamment du monde végétal, du vivant végétal qui nous permet, dans de nombreux cas, de rester en bonne santé et de nous soigner. La santé au naturel est un sujet sur lequel j'ai été interpellé, notamment par Thierry Desmains, qui est ici à côté, en tant que sénateur, et sur lequel j'ai travaillé, notamment via une mission d'information sénatoriale sur l'herboristerie et les plantes médicinales. Cette mission a produit un rapport qui a permis, en auditionnant les acteurs du monde de l'herboristerie, médecins, pharmaciens, paysans, herboristes de comptoir, de montrer l'intérêt des pratiques traditionnelles liées aux plantes, très souvent efficaces, notamment pour la prévention et pour les petits maux du quotidien. Et ce que la mission a aussi identifié, c'est qu'il y a toute une chaîne de bénéfices qui s'enclenchent à partir de ces pratiques. Un bénéfice pour les finances publiques, car les plantes, en permettant de limiter l'utilisation de l'allopathie, de développer la prévention, permettent de faire ainsi des économies au niveau du système de santé qui, on le sait, est extrêmement coûteux. Un bénéfice pour l'aménagement du territoire, en développant une production locale de plantes médicinales de qualité, on permet une dynamique de territoire avec l'installation de projets sur de petites surfaces, Claire en parlera tout à l'heure, souvent d'ailleurs par des néo-ruraux. Ce sont des exploitations qui cultivent une biodiversité forte, biodiversité à la fois cultivée et sauvage lorsqu'elle est cueillie, avec un impact positif sur le paysage également. Développer la santé par les plantes, c'est aussi préserver des espaces naturels qui nous fournissent non seulement des lieux pour nous ressourcer, mais aussi des plantes sauvages médicinales. On peut citer par exemple l'arnica. Si l'on choisit une santé plus naturelle, on doit aussi préserver les milieux qui permettent à ces plantes de pousser pour pouvoir les utiliser sans les faire disparaître. Avant d'aller plus loin dans mon introduction, je voudrais excuser Pascal Derme, qui est journaliste, qui devait être ici avec nous, mais qui malheureusement n'a pu se déplacer. Elle nous aurait parlé ici du lien entre le contact avec la nature et la santé, expliqué notamment dans son film Natura, un documentaire accompagné d'un livre du même nom que je vous invite à découvrir et qui montre preuve scientifique à l'appui comment le lien avec entre le contact avec la nature et en particulier la forêt renforce l'immunité ou encore restaure la fatigue mentale. Elle relate des expériences intéressantes qui démontrent que le simple fait d'avoir une vue sur un jardin à l'hôpital permet de faciliter le stress post-opératoire des patients. Et cela dégage des pistes à la fois pour des politiques de santé publique, mais aussi d'aménagement des territoires et des espaces, puisqu'on réalise de plus en plus fortement que même en ville, et je dirais particulièrement en ville, on a besoin de nature pour la santé, tant physique que mentale. Cela m'intéresse particulièrement
en tant qu'auteur de la loi Labbé, parce que celle-ci a interdit les pesticides chimiques pour les collectivités depuis le janvier 2018 et dans les jardins domestiques depuis janvier 2019. Et elle s'est traduite par un retour de la végétation spontanée en ville, mais aussi une végétalisation organisée plus forte et un nouveau regard sur ce qu'on pouvait considérer par le passé des herbes comme des mauvaises herbes. Et cela y compris dans les cimetières, alors que la loi ne l'avait pas interdit. C'est donc tout un lien à la nature et au vivant végétal que l'on vous propose d'explorer aujourd'hui. Et c'est, je le répète, un vrai sujet de politique publique et un sujet qui doit être approprié par notre monde des écologistes, parce que si ce n'est pas nous qui le portons, personne ne le portera. Malgré les bénéfices que je viens de dessiner, aujourd'hui, on le sait, les politiques de santé ne sont pas axées sur ces questions. Ces enjeux doivent encore beaucoup évoluer et c'est par la mobilisation et notre travail en commun qu'on pourra faire évoluer les choses. Je vais maintenant présenter rapidement les intervenants. Je remercie d'être présents. La santé naturelle en partie, je l'ai évoqué, la santé par les plantes médicinales et l'herboristerie. Pour vous en parler, Thierry Thévenin, paysan herboriste historique, résistant, porte-parole du syndicat des simples, président de la Fédération des paysans herboristes. Il est spécialisé sur les questions des plantes médicinales et œuvre pour une juste reconnaissance de la place des plantes dans notre société, cela depuis de nombreuses années, et aussi pour la reconnaissance des métiers liés à l'herboristerie. Je le rappelle ici, le diplôme d'herboristerie a été supprimé en 1941 et toute tentative de réhabilitation a avorté jusque-là. Thierry a écrit à ce sujet de très bons ouvrages, dont Plaidoyer pour l'herboristerie ou encore plus récemment Le chemin des herbes. Ensuite interviendra Claire Desmarres-Marié, productrice de plantes médicinales en Bretagne, en bio, pas très loin de chez moi. Elle est non issue du milieu agricole et elle nous expliquera comment elle appréhende son travail, comment développer une santé plus naturelle qui peut permettre de prendre soin des autres, de s'inscrire dans des dynamiques de territoire avec un impact sur l'écologie et les équilibres et sur notre bien-être. Elle publie en ce moment un ouvrage, L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive. Un titre juste magnifique. Et enfin, on ne la présente plus, Michèle Rivasi, députée européenne, particulièrement impliquée sur ces questions de santé et liens santé-environnement. Nous pourrons avec elle aborder la question des leviers pour favoriser la santé naturelle dans nos politiques publiques, notamment au niveau européen. Et je vous proposerai également d'évoquer rapidement le travail que je mène à ce sujet au Sénat. Donc Thierry, tout d'abord, je te donne la parole pour que tu nous livres ton expérience sur les bienfaits de la nature sur la santé et bien sûr sur les plantes médicinales et l'herboristerie. Et on se donne à chacune et chacun 5 minutes de présentation avant les échanges avec le public. Merci. Donc merci et bonjour à tous. Voilà, je suis très content d'être ici. Je vais essayer de faire 5 minutes. Je n'ai pas toujours la bonne gestion du temps. Souvent, quand on est cueilleur, on ne voit pas le temps passer, c'est très lent. Donc, vous me ferez signe si je dépasse. Donc, aujourd'hui, là, je représente maintenant plusieurs centaines de personnes en France, dans toutes les régions. Moi, j'ai commencé ce métier il y a une trentaine d'années. On n'était pas très nombreux. C'est quelque chose qui se développe absolument partout, avec pas mal de jeunes personnes. C'est un métier où il y a un vrai rejaunissement. Donc ce métier de producteur de plantes, en fait, là je vous ai amené, ça illustre, ça prend des choses peut-être un peu plus concrètes. Par exemple, c'est assez banal, c'est finalement quelque chose qui existe depuis très très longtemps dans notre monde. Ça peut être d'autres produits, mais souvent c'est des plantes sèches, c'est des fleurs. Ça, je l'appelle la tisane des fleurs. Là, je suis en même temps, j'y retourne ce soir, j'ai été invité à un mariage. Donc je me dis, tiens, c'est mon métier, je vais faire un cadeau. Et je vais simplement faire une jolie tisane, une belle tisane, très fleurie, avec des plantes qui sont un peu banales, un peu passe-partout, parce qu'il y a une centaine de personnes dans ce mariage. Donc il y a tout un tas de gens qui peuvent avoir tout un tas de problèmes de santé. Il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gros, il y a des minces. Donc on va faire quelque chose de banal. Le simple fait, comme ça,
de composer une tisane qui souhaite un peu tout le bonheur du monde à ces jeunes mariés qui essaient de faire plaisir aux gens, et ben il y a plein de choses qui sont là derrière. C'est un métier qui est compliqué à faire. Ça fait 30 ans que je le fais, mais qui est compliqué. J'ai mélangé de la monarde. Ça, c'est une fleur qui est très belle. C'est une plante qui est pas de chez nous, qui est naturalisée, qui est une plante nord-américaine qu'on peut cultiver ici. De la mauve, de l'aquilée, du basilic, de la rose. Il y a du millepertuis. Donc, simplement un mélange comme ça de plantes, tout le monde était très content. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont vu, personne n'était malade, tout le monde a trouvé ça bon. Et ben, ça relève plein de problématiques. Et c'est un métier qui soulève plein de problématiques. Donc, notamment, il y a la question de est-ce que j'ai le droit de faire ce mélange et de le vendre aux gens. Alors, en l'occurrence, je ne l'ai pas vendu, je l'ai offert. La réponse, c'est non. Et la moitié des plantes qui sont là-dedans, je n'ai pas le droit de les vendre. Alors que c'est des choses qui sont banales, c'est de la connaissance populaire, c'est des choses qui sont... La monarde, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas très anciennement vendue en Europe, puisqu'elle est arrivée assez tard. Mais en Amérique du Nord, les Amérindiens, notamment les gens de la région de New York, ils ont les premiers habitants, ils n'ont pas attendu l'alimentation pour savoir s'ils pouvaient l'utiliser ou pas. C'est une plante digestive, c'est une plante un peu tonique, qui est absolument délicieuse, et qui fait partie d'une connaissance et d'un savoir populaire. Donc ça soulève des questions comme ça. Parler de leurs usages, de leurs propriétés, encore moins. Aujourd'hui, moi je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas dans une officine, donc dès que je vends une plante, je n'ai pas le droit de parler de ses propriétés, là au niveau zéro. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai envie de témoigner ici. Après, ça soulève aussi des questions de disponibilité. Moi, ça fait, j'ai dit une trentaine d'années que je fais ce métier. Je suis très heureux de voir que ça prend de l'ampleur dans nos sociétés. Donc, quand j'ai commencé, on était une cinquantaine à faire cette vente directe de plantes. Aujourd'hui, on est plutôt 500, voire peut-être 1000, je ne sais pas exactement, je ne connais plus tout le monde. Au niveau de la population aussi, moi j'ai commencé mes tout premiers marchés à Clermont-Ferrand, et il y avait vraiment, c'est le mot que j'emploie à chaque fois, c'est ricanement, c'est pas un mot trop fort. Les gens ont ricadé en se disant c'est quoi ce hippie qui vient vendre des tisanes de grand-mère. On en est très loin aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Et il y a deux courbes qui se sont croisées. Quand j'ai commencé, j'avais l'impression d'être un peu pas le nouveau, mais le premier des Mohicans. Donc dans un espace natif central, dans la Creuse, où il y avait une très grande diversité de plantes, où on pouvait dire plein de choses. Et aujourd'hui, la courbe qui s'est croisée, c'est la courbe des gens qui veulent produire des plantes. Aujourd'hui, on a une vingtaine sur le département. La courbe des gens qui les utilisent. Aujourd'hui, je vois arriver chez moi des gens qui viennent, qui n'avaient jamais acheté de plantes, et j'aurais jamais imaginé un jour qu'ils viendraient me demander des conseils pour leur santé, pour préserver leur santé, pour acheter des plantes. L'autre courbe qui a été dans le sens, c'est la disponibilité des ressources. Aujourd'hui, la forêt, par exemple, du plateau de Millevaches, c'est devenu une forêt-usine. Il y a des abatteuses qui font 20 tonnes, qui écrasent les sols, qui font des ornières, qui écrasent les ruisseaux, et qui détruisent la biodiversité qu'on trouve en forêt. On a aussi beaucoup de sociétés qui passent et qui prospectent, et qui vont voir les personnes âgées, qui vont voir les agriculteurs pour leur racheter les haies, pour racheter les taillis, pour faire du bois énergie. Ça va être d'ailleurs sans doute vendu pour faire des choses écolo et vertes. Donc par exemple pour mettre des pelés ou des granulés dans les chaudières. C'était une très bonne idée au départ, on s'est dit on va utiliser les déchets de la filière bois. Aujourd'hui c'est pas les déchets, aujourd'hui c'est la haie qui est en train de passer dedans. C'est une formidable, qui est une pharmacie à ciel ouvert, où il y a vraiment un tas de ressources au niveau médicinal. Voilà. Et puis une intensification de l'agriculture qui fait qu'il y a deux plantes, on parle souvent des plantes invasives, on pense s'intéresse aux plantes. Pour moi, il y a deux plantes invasives dans ma région, c'est le maïs et c'est le Douglas. Et donc, maïs, vous avez tout un tas de surfaces qui sont vraiment grandissantes, qui prennent vraiment de l'ampleur, où il n'y a plus rien à payer, on ne peut pas cueillir. Et c'est des endroits qui ne sont pas faits pour être en bonne santé, qui sont faits pour faire de la matière. Et le Douglas, qui est une essence forestière qui est plantée, certaines communes sont boisées à 40-50%, où en dessous on ne trouve rien. Et comme on a fait de la monoculture, il y a plein de problèmes avec les insectes qui commencent à s'intéresser à cet arbre pour le grignoter. Donc maintenant, c'est même des espaces qui sont bourrés d'insecticides. Donc voilà, c'est pas un tableau très réjouissant, mais je trouve qu'on est un espèce de carrefour. On a ces deux lignes qui se croisent et qui sont à la fois pleines d'espoir sur l'intérêt qu'on a, l'attente qu'on a vis-à-vis des plantes médicinales et le massacre qu'on est en train de faire au niveau de nos ressources. Donc moi, du coup,
milieu qui se passe comme ça, j'ai pas envie de rester les bras croisés, je crois que c'est pas trop tard, mais je pense que si on arrive à faire bouger les lignes au niveau de la santé naturelle, il faut vraiment que ça soit pensé d'une manière, penser à la ressource, c'est la base, sans plante on ne fera rien, et on est très nombreux à en vouloir, et ça c'est vraiment la base. Penser à une arboristerie qui soit locale, où en fait on a, où qu'on soit, même ici, hein, là je suis allé sur le site, il y a plein de choses qui sont intéressantes, le plus local possible, faire une économie de tous ces transports, de toutes ces filières de transformation où il y a 10, 15 intermédiaires, parce que du coup tout le monde y est perdant, on se retrouve avec des plantes qui ont, quand elles arrivent dans notre place, elles ont déjà 5 ou 6 ans, parce qu'il y a eu 4, 5 opérateurs qui ont chacun mis 18 mois de date de péremption. Vous arrivez avec des plantes qui sont très vieilles. Et puis, un besoin aussi de libérer la parole autour des plantes, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien dire. On peut écrire des livres, j'en ai écrit, j'ai le droit d'écrire des livres. On peut faire des stages, enfin, je veux dire, l'information est là, mais quand on vend une plante, on n'a pas le droit d'en faire. On est vraiment au droit zéro. Ça, il faut que ça change, parce qu'aujourd'hui, du coup, les gens, ils se débrouillent, hein, ils vont sur Internet, ils vont acheter des magazines, ils vont regarder des vidéos, et puis souvent, ils ont des informations complètement contradictoires, qui finissent par être perdus avec toute cette masse d'informations, qui se recoupent pas toujours. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de former, que des acteurs existent, et qui puissent être un peu des médiateurs, ou un peu des accompagnateurs du public vers les plantes médicinales. Voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de dire pour le moment. Après, je me réjouis qu'il y ait un temps de questions, parce que ça c'est important. Et voilà, je crois que je vais laisser la parole. Merci Thierry. Donc vous avez compris le message, il faut que ça évolue, et maintenant il faut que ça évolue rapidement. Et l'autre message, c'est le plus localement possible. Et de ce fait, Claire Desmarres-Poirier, qui est productrice de plantes médicinales, va nous en parler de son expérience et de sa démarche. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Joël de m'avoir proposé d'être là. Alors, on est assez complémentaires avec Thierry parce que dans notre métier, il y a un peu deux approches qui voisinent. L'une, c'est plutôt le métier de cueilleur, car Thierry est quelqu'un de beaucoup de gens qui sont dans les massifs. Et il y a une approche plus paysanne qui correspond plus aux producteurs des plaines que nous sommes. C'est-à-dire que moi, la cueillette sauvage, elle représente à peine 15-20% de ce que je produis comme plante. Par contre, l'essentiel vient du champ, là où des gens qui sont en montagne vont plutôt être sur des schémas à 50-50, voire inversés. Moi, on est installé avec mon mari Adrien depuis 8 ans, au sud d'Ille-et-Vilaine, sur un terroir de landes et de schiste. Chez nous, ça s'appelle la Châtaigneraie des Landes, hein, c'est écrit dessus. Donc, c'est des terres plutôt acides. Dans une région qui est très sympa, mais qui est quand même à la base une zone rurale assez sinistrée, parce que très désindustrialisée, et où on est arrivé sans forcément trop connaître le territoire, mais où on a su s'ancrer. Et donc nous produisons des plantes aromatiques, et en plus on a un café-librairie sur la ferme où on accueille le public, où on propose des ouvrages, notamment les ouvrages de Thierry. Et où on propose de la médiation et de la découverte autour des plantes, notamment pour permettre aux gens d'accéder à ces savoirs, à ces savoir-faire qui sont plus transmis et qui sont pourtant essentiels dans notre métier en fait, puisque c'est un métier du partage et du prendre soin, donc voilà, il y a quelque chose comme ça dans la transmission qui est essentiel. Donc nous on est en fait on est à l'image de pas mal de jeunes installés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est hors cadre. Donc dans le monde agricole, ça veut dire que nos parents ne sont pas agriculteurs, le terme complet c'est hors cadre familial, et on est des hors venus, comme disent nos voisins. C'est-à-dire qu'on est des néo-ruraux et qu'on n'est pas né dans le village où on s'est installé en agricole. Il y a aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets qui ont envie de s'installer sur des projets dans cet esprit, et je suis très heureuse que ce soit le cas. On en reçoit beaucoup, on a beaucoup de sollicitations pour des stages, pour de la formation, pour de la transmission entre pairs, puisque se former à notre métier, c'est encore compliqué aujourd'hui. Donc il existe des écoles d'herboristerie
qui transmettent plutôt le savoir sur les plantes, mais qui sont difficilement diplômantes. Enfin, Joël y travaille, il vous en parlera. Et puis, il existe ce qu'on appelle des CFPPA, des centres de formation professionnelle agricole, qui délivrent des diplômes sur la production de plantes aromatiques et médicinales, donc des CS et des BPEREA. Le plus courant, le plus sollicité, c'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, puisque quand on n'est pas issu du monde agricole, comme c'est notre cas, on n'a pas le droit, enfin en tout cas c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à la terre et d'accéder à l'installation sans avoir un sésame qu'on appelle la capacité agricole. Donc quand vous êtes fils d'agriculteur ou conjoint d'agriculteur, vous avez la possibilité de le faire valoir, ou quand vous avez fait un bac agricole. Quand vous venez d'un autre monde, vous avez la nécessité de passer par ce SAS pour obtenir le sésame de la capacité agricole, pour accéder au foncier, pour pouvoir avoir les aides, pour pouvoir s'installer dans les clous. Donc en France, il y a un CFPPA référent sur cette question, c'est Montmoreau, qui a vraiment les meilleurs enseignants et qui... Voilà, nous à l'époque, on n'avait pas l'information de ce truc-là, donc on avait suivi quelque chose un peu plus traditionnel qui ne correspondait pas forcément à nos besoins. Donc on s'est essentiellement formé par l'échange entre pairs, donc par des stages et par la transmission avec nos maîtres de stage, Isabelle et Loïc Chaillou-Lepolès, qui sont dans le Finistère, et qui du coup nous ont appris le métier en fait. Et après on a fait notre chemin à partir de ça. C'est un long apprentissage, parce que c'est pas une connaissance à laquelle on accède en claquant des doigts en fait. Une fois Thierry est venu à la maison, je vais citer cette anecdote parce que il dit ah oui mais les porteurs de projets c'est comme les glands, il en faut beaucoup qui germent pour faire un seul chêne à la fin. Donc je reçois avec bienveillance. Oui c'est ça, oui, non je ne l'ai pas, ne vous inquiétez pas. Donc je reçois avec bienveillance toutes les petites graines et tous les petits glands qui viennent à moi, en sachant très bien qu'un certain nombre de personnes ne s'installeront pas, en sachant très bien que certains s'installeront et n'iront pas au bout du projet, mais en espérant que certains iront au bout du projet et rejoindront la communauté qu'on est en train de créer, puisqu'il y a un réseau qui est très chouette de paysans avec vraiment de la transmission. J'ai eu la chance de faire un tour de France cette année, avant le Covid, c'était bien joué, pour rencontrer des producteurs de plantes dans toute la France pour un livre. Et j'ai vraiment vu sur cette dizaine de jours à la fois la pluralité de nos profils, de nos approches, de notre relation à la terre, de notre relation aux plantes, mais aussi leur complémentarité. Et je pense que cet écosystème est un écosystème qui est très précieux pour, en fait, pour aussi la diversité de la relation au vivant. Voilà, moi je travaille plutôt sur le goût par exemple, d'autres travaillent plutôt sur le volet purement médicinal, mais finalement peu importe, puisque nous ce qu'on fait tous ensemble, c'est de ramener nos clients, le public, les gens qui s'adressent à nous, vers le végétal, et ça c'est une étape essentielle pour la santé par les plantes. Donc juste dans les questions qui avaient été soulevées dans la préparation, il y avait l'impact de notre production sur notre territoire. Pour moi, c'est un truc essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un enjeu très fort dans le monde agricole, mais c'est un enjeu qui nous touche aussi en tant que producteur, c'est comment vivre de son activité. C'est très compliqué. On est sur un marché où 80% des produits sont importés, souvent de pays où les modes de production sont industriels, ou alors où la main-d'œuvre est très peu rémunérée. Donc quand on arrive avec un produit qualitatif, il faut des clients éclairés qui comprennent le prix à payer pour avoir un produit qualitatif, pour que nous puissions, producteurs et productrices, vivre de notre travail, et qu'il y a toute une pédagogie à faire pour expliquer la valeur de notre travail. Pourquoi est-ce qu'une plante, quand elle est cueillie au bon moment, quand elle est respectée au séchage, quand elle est bien stockée, quand elle est vendue rapidement, quand elle est assemblée de la bonne manière, va apporter plus de goût, plus de plaisir, mais aussi plus de bien-être, plus de soins à la personne qui va la consommer. Et comment est-ce qu'il y a une plus-value à la fois en termes d'expérience et de soins, et comment est-ce qu'il y a aussi un impact, parce qu'on parle de commerce équitable en fait. Parce que quand on pense au commerce équitable, peut-être qu'on pense au café, avec des producteurs qui sont très loin, mais en fait en l'occurrence pour la tisane, c'est très simple de faire du commerce équitable. Il suffit d'aller voir des producteurs qui sont proches de chez vous, de payer le juste prix, et finalement le prix au litre d'une tisane qui même va être vendue 5 ou 6 euros, 8 euros le sachet,
ce sera moins que n'importe quel soda industriel que vous avez au supermarché, et vous aurez pour ce prix-là un produit ultra qualitatif, et vous aurez permis à quelqu'un de vivre justement de son travail. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas suffisamment abordé, aussi parce qu'on a beaucoup d'intermédiaires, et que la vente directe, l'ancrage local, l'intégration dans un territoire vont aussi être des leviers pour alimenter ça et pour nous permettre à tous et de vivre, hein, ceux qui sont là, et aussi à d'autres de s'installer. Parce que s'il y a 80% de plantes importées, qu'il y a beaucoup de plantes sur le marché qui sont, comme disait Thierry, peu qualitatives, vieilles, achetées, revendues, etc., ça veut dire que quand même il y a des consommateurs qui les utilisent. Et donc, si ces consommateurs se dirigent vers des produits comme les nôtres, ça permettrait à beaucoup de gens de pouvoir s'installer, et ça fait des nouvelles familles dans des communes rurales qui peuvent vivre de l'agriculture paysanne et de l'herboristerie. Voilà. Merci Claire. Tu l'as noté, 80% des plantes consommées en France aujourd'hui sont des plantes importées, alors qu'on est un pays traditionnellement producteur de plantes et de plantes de qualité. Tu as parlé du respect de la plante et des circuits les plus courts possibles. C'est essentiel pour une meilleure santé. Tu pourras réintervenir après, tu vas lui donner un complément. Non, je voulais juste ajouter qu'il y a aussi dans les rituels de consommation, ce qu'on transmet en tant que producteur, c'est la plante entière, et enfin en tout cas la plante non broyée, et que 95% du marché c'est de l'infusette. Et ça c'est un autre chiffre important, c'est que du coup les rituels de consommation ne sont pas adaptés, on respecte les plantes, donc on les consomme entières. Il y a toute une pédagogie à faire, et cette pédagogie elle passe par le lien en fait, et c'est aussi là que l'ancrage local va changer les choses. Merci Claire. Alors pour passer à l'échelle européenne, puisque tout le monde le sait, la réglementation européenne s'impose, et si on veut pouvoir avancer, c'est aussi en lien avec l'Europe. Santé environnement, je l'ai dit tout à l'heure, Michel, ça fait partie de ces sujets. Et alors donc tu as la parole, François. Merci Joël. Enfin, je voudrais juste rendre hommage aussi à Joël parce que sa loi, quand même, l'AB, elle était très importante pour nous dans le cadre de la suppression quand même des pesticides dans les villes et l'usage domestique, comme tu as indiqué. Et il est passé de façon sioux. Il les a un peu bernés, ces sénateurs, hein, à l'origine, parce que sous des couverts comme ça, on va juste limiter, ben, ça a été un grand pas. Et le fait de limiter les pesticides, ben, ça permet un peu de la biodiversité dans les villes. Et puis Thierry, il m'avait interpellé quand j'étais députée, mais alors, européenne, mais c'était mon premier mandat, je crois. Hein. Il me dit, quand même, au niveau des plantes, il y a un imbroglio fou. Parce qu'ils nous parlent tous des plantes, mais c'est quoi le statut? Et c'est vrai que ça part de l'Europe, où d'abord, chaque État membre a sa propre législation. Et nous, tu as dit, les herboristes, terminés en 41. Donc on n'a plus d'herboristes. Mais dans notre pays, ça continue. Et l'Europe a voulu harmoniser tout ça, en disant, si une plante est utilisée comme un médicament, alors c'est l'Agence européenne des médicaments qui va chapeauter ça, en faisant quand même une législation en 2004, c'est THMDP, là, et qui doit demander aux producteurs de faire une monographie concernant l'usage traditionnel. Donc l'usage traditionnel, c'est, il faut au moins que ça soit utilisé pendant 15 ans en Europe, ou 30 ans ailleurs, mais où on apporte la preuve que c'est utilisé à des fins médicales. Et ça, c'est enregistré par l'Agence européenne des médicaments. Plante en tant qu'utilisation de médicaments. En fait, chaque dossier sur chaque produit, c'est quand même 60 000 €. Donc déjà, il y a eu un frein quand on parle de producteurs. Comment voulez-vous que des producteurs de thym, etc., puissent payer pour chaque produit 60 000 €? Donc ça ne fait que favoriser les gros. Et là, vous voyez, on rentre un peu dans l'Europe. Vous aimez les gros. Bon. Et puis, il y a la plante utilisée en tant qu'aliment, ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Et ça, c'était plus l'Agence européenne des médicaments, c'était l'EFSA, vous voyez, l'Agence pour les produits alimentaires. Parce qu'il faut garantir 3 choses. Il faut garantir la sécurité, la qualité, l'innocuité et l'efficacité. Donc, on ne peut pas faire des études cliniques comme pour les molécules chimiques, vous voyez, avec des études randomisées, des placebos, etc.
Mais dans le cas de l'EMA, c'était la tradition. Et dans le cas des compléments alimentaires, il faut qu'on apporte la preuve que ça apporte, vous voyez, des effets alors sur la santé, sachant que, et c'est ça qui est scandaleux, que quand vous achetez des plantes sous forme de compléments alimentaires, vous n'avez pas le droit de dire pourquoi ça va avoir une répercussion sur la santé. Et ça, on le voit très bien. Vous avez des boîtes en tant que complément alimentaire, mais vous ne savez pas si ça va avoir un effet sur le foie, un effet sur les reins, etc., etc. Et c'est là où il y a vraiment une arnaque vis-à-vis du consommateur. Donc, Thierry m'interpelle en disant, il faut qu'on clarifie ça. Il y a eu des réunions avec la Commission européenne et avec l'Agence européenne des médicaments qui a dit, ah mais on va favoriser l'utilisation des plantes en tant que médicament. Et ils avaient l'objectif de favoriser 600 plantes. En fait, le bilan des courses, au bout de 2004, ils avaient jusqu'à 2011 pour enregistrer leurs plantes, et bien il y a eu 149 plantes seulement qui ont été enregistrées sous forme de médicaments. 149 plantes. Et il faut que vous sachiez qu'en France, il y a au moins 1500 plantes. Et que si on regarde sur le plan mondial, il y a plus de 20 000 plantes. Donc vous voyez que c'est un échec, cette directive de 2004. Et les compléments alimentaires, je dirais que c'est un échec pour le consommateur. Parce que vous avez des tas de plantes, mais vous dites à quoi ça sert? Et si jamais ils mettent que c'est pour tel et tel symptôme, ou pour telle et telle maladie chronique, alors là, ils se font attaquer. Parce qu'ils ne sont pas médecins. Donc, à l'heure actuelle, que ce soit en tant que médicament, que ce soit en tant que complément alimentaire, c'est un échec de l'Europe. Alors, que font les États membres? Eh bien, chacun est revenu à sa législation. Et là, je regardais par curiosité ce que ça donnait sur les États membres. Eh bien, vous voyez qu'en tant que médicament, le Royaume-Uni, ils ont enregistré 348 plantes. L'Allemagne, 285, la Pologne, 215, l'Autriche, 209, la France, 33. Vous voyez, ça, c'est chaque État membre qui va enregistrer des plantes. La Belgique, 28, l'Italie, 12. Et qu'en fait, la Belgique, l'Italie et la France, ils ne veulent pas que les plantes soient classifiées en tant que médicaments, enfin, utilisées en tant que médicaments. Eux, ils sont que pour que ce soit des compléments alimentaires sans étiquetage sur les effets sur la santé. Donc, on est à un stade où on peut dire que la directive européenne est un échec, que pour les compléments alimentaires, alors je me souviens que beaucoup de gens et les industriels préfèrent utiliser les compléments alimentaires parce que c'est moins lourd, vous voyez, comme dossier, mais que ça ne répond pas à la demande des consommateurs et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en demande d'utiliser des plantes. C'est pour ça que votre rôle est très important. Pas seulement en tant que producteur, mais en tant que conseiller. En tant que, tu vois, moi je préfère te demander à quoi sert cette plante plutôt que le demander à mon médecin, parce qu'il n'a eu aucune formation là-dessus. Et que ce qu'on veut, et c'est une orientation, c'est que d'une part, moi je vois deux pistes. Une première piste où il y a eu un rapport de 2017 qui a dit que la directive européenne est un échec et qu'il faut qu'on recontacte la Commission avec les agences pour leur dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme voie réglementaire. Je pense que l'autre mien est seul. C'est pas grave. Pour qu'on arrive à trouver des solutions vis-à-vis du consommateur. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste avec qui on a discuté avec Joël. Et alors, moi, je voulais contourner ça. Alors, j'avais essayé déjà en 2004-2005. C'était de jouer sur la formation des herboristes. Parce que je n'accepte pas qu'on n'ait plus d'herboristes en France. Parce que ça existe en Roumanie, ça existe en Bulgarie, ça existe en Allemagne, ça existe en Italie, tout ça. Nous, on en a plus. Et que je voudrais qu'on fasse une formation harmonisée sur le plan européen, qui soit reconnue sur le plan européen, ce qui me permettrait de contourner l'obstacle des pharmaciens, parce que c'est quand même l'ordre des pharmaciens qui a fait qu'on a supprimé les herboristes, et qu'on puisse réinstaller des herboristes en France. Et ça serait par la formation.
Alors j'avais fait une déclaration écrite, c'était en 2004, mais il fallait la moitié des députés européens, vous voyez, pour qu'ils signent. Mais en 15 jours, j'ai pas eu la possibilité d'avoir la moitié des députés. Donc, il y a deux pistes. Moi, je vous donne rendez-vous avec la Commission pour leur dire votre système d'harmonisation échec, donc il faut trouver autre chose. Et il faut favoriser les producteurs et non pas les industriels. Donc, les enregistrements à 60 000 euros, c'est pas possible. En même temps, il faut garantir quand même la qualité, la sécurité, hein. Bon, ça, c'est indéniable. Mais il faut trouver notre système et faire une formation qui soit harmonisée sur le plan européen pour réintroduire les harmonies. Parce que vous vous rendez pas compte, on parle beaucoup de biodiversité, les verts parlent beaucoup, mais les gens ne savent rien sur les plantes. Mais rien de rien. Ils ne savent même pas reconnaître un hêtre d'un châtaignier. On a une perte avec. Alors je ne sais pas si c'est Internet, etc. Mais il y a une perte de connaissance du réel. Et quand maintenant il y a des études qui sont faites sur la biodiversité dans les villes, je trouve ça vachement intéressant. De leur montrer que même une ville, elle peut être riche en espèces. Mais vous êtes sur quand même la production de plantes aromatiques. Et là, il faut quand même une qualité, parce qu'on ne va pas ramasser quand même des herbes près des routes, des autoroutes, etc. Donc, mais ça, il faut augmenter la connaissance, c'est ça, l'éducation nationale. Moi, je suis agrégé en biologie, donc moi, les plantes, vous voyez, à la grecque, il fallait reconnaître, je ne sais pas combien, 150 plantes. Mais je disais à Thierry, je dis, maintenant, les gens, parce qu'ils ont fait un stage d'une semaine, ils se disent connaisseurs de plantes. Mais c'est un monde, les plantes. Et en plus, les plantes vis-à-vis de la santé, vis-à-vis même de l'alimentation, on peut faire des erreurs terribles. Donc, il faut augmenter la connaissance au niveau des plantes. Et pour moi, ça passera par l'herboristerie, entre autres. Ouais. Merci, Michel. Vous aurez reconnu toute la détermination de Michel et ces mots. Je n'accepte pas cette situation politiquement. C'est des choses que l'on doit dire chez nous. Ce n'est pas acceptable, donc il y a lieu de bouger, de se mobiliser et se mobiliser politiquement, mais en lien avec les acteurs de terrain qui sont en attente, mais aussi en lien avec nos concitoyennes et concitoyens qui sont en demande de produits naturels. Et c'est le moment ou jamais. Alors, il y a le travail que tu mènes au niveau de l'Europe et que tu vas continuer de mener avec la détermination. Il y a le travail au niveau national également, parce que la France est le dernier de la classe au niveau de l'Europe. Véritablement, le système est verrouillé. On sait que derrière, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a aussi l'ordre des pharmaciens lorsqu'on les a auditionnés. Juste quelques mots sur la mission d'information. Quand Thierry m'avait interpellé sur le fait qu'au national, pour essayer de faire quelque chose parce que c'était pas acceptable, j'ai été convaincu, mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas écrire une proposition de loi et la soumettre au vote, on était sûr de ne pas trouver de majorité. Donc moi j'aime bien la stratégie en politique, et ce qu'on a décidé ensemble, c'est de demander une mission d'information sur l'herboristerie et les plantes médicinales. La mission d'information, elle est pluripolitique, c'est 6 mois de travail où on auditionne tout le monde. Et suite à la mission, il y a un rapport et des recommandations qui ont été votées à l'unanimité, sauf une, à cause des élus de droite, qui estimaient que le métier d'herboriste, il ne s'agissait, c'était pas du tout à mettre à l'ordre du jour, et que c'était une perte de chance pour les patients. On a entendu ça en audition, ça c'est l'ordre des pharmaciens et qui imprime aussi sur certains partis politiques pour faire en sorte que ça continue, l'inacceptable puisse continuer. Alors, par contre, l'ensemble de ces recommandations votées à l'unanimité, il y a la volonté de développer la production de plantes de qualité, de former les médecins et les pharmaciens à développer la place des plantes dans le système de soins, protéger le patrimoine végétal et les savoirs qui y sont liés, se préoccuper des Outre-mer. Les Outre-mer, c'est 80% de notre biodiversité et c'est aussi des ressources, des savoirs et des savoir-faire qui perdurent là-bas. Donc c'est une richesse énorme pour nous et pour nos Outre-mer que de développer cela. Et évidemment, comme ça a été dit, adapter la réglementation qui est trop complexe pour la filière. Alors, sur la recommandation qui n'a pas trouvé de consensus, la reconnaissance des métiers d'herboriste, 2 niveaux, herboriste de comptoir, ceux
qui revendent, mais avec la possibilité de conseil et suite à une formation doublement, et puis aussi les paysans arboristes pour qu'ils puissent vendre leur production avec le conseil également. Alors, c'est pas atteint, mais par contre, on a décidé de continuer un groupe de travail pluripolitique. C'était pas gagné, mais on y arrive quand même, pour faire en sorte que l'on puisse co-construire avec les acteurs de terrain et politiquement avec les élus ouverts de tous bords politiques, parce que sur ces sujets qui dépassent complètement les cloisonnements politiques, on a l'ambition, à nous petits écologistes peu nombreux, de trouver une majorité là-dedans pour faire en sorte que cette proposition de loi elle puisse être adoptée et trouver une majorité. Pour ma part, il me reste 3 ans jusqu'en 2023. C'est un de mes objectifs majeurs que d'y arriver, et d'y arriver avec l'ensemble du monde des écologistes. Faire en sorte que ça devienne, on ne puisse pas ne pas trouver une majorité. Ça voudra dire s'appuyer sur la mobilisation de l'opinion publique, à savoir que ça ne soit pas seulement un débat au niveau de l'hémicycle, mais que ce soit un débat national, à savoir que toutes et tous vous ayez les informations sur les enjeux et que vous soyez à même d'aller interpeller vos parlementaires, députés et sénateurs, pour que véritablement ils se positionnent en leur âme et conscience sur ce type de sujet. Et je suis convaincu, moi j'aime bien les challenges, j'aime bien les objectifs forts, et bien que ça, collectivement, on doit y arriver, on doit y arriver sans tarder, parce qu'il y a urgence. Maintenant, c'est le temps des questions-réponses et vous avez la parole. Ce que je vous propose, c'est que vous levez la main pour si vous avez une question. Je viendrai avec une feuille du bois. Bonjour, donc, Florence Herrero, je suis enseignante et élue dans le 20e arrondissement. Et effectivement, je vous rejoins par rapport à la question de l'éducation. C'est une génération, c'est pas la première génération, qui n'a quasiment plus de contact, enfin en tout cas au niveau des urbains, mais dans le milieu rural, vous me direz ce qu'il en est. Avec la terre, avec l'élémentaire, sans jeu de mots. Et j'ai souvent inscrit mes élèves de primaire, des CM2, aux sciences participatives à travers notamment le protocole sauvage de ma rue. Ça fonctionne très bien, c'est gratuit, c'est accessible à toutes et tous, sauf que ça demeure ce genre d'initiative comme SPIPOL, comme d'autres proposées par le Muséum national d'histoire naturelle, demeure vraiment au libre arbitre des enseignants qui veulent bien s'engager sur ces questions-là. Il n'y a pas de formation et je pense qu'on est très mal parti. Alors je ne veux pas viser quelqu'un en particulier qui va gérer l'éducation nationale pendant encore un certain temps, plus la jeunesse ce soir. Mais donc la question serait comment, à notre niveau, nous, citoyens et politiques locaux, j'ai quelques idées, mais je préfère que vous exposiez vous, pour lutter contre cette ignorance et contre cette crise de la sensibilité telle que l'expose Baptiste Morisot dans son dernier ouvrage Manière d'être vivant, que je conseille. On répond à chaque question. Explication de question peut-être. Bonjour, Yann Jaouen, je suis ELV Pantin. Vous parliez d'aider au niveau des herboristes, enfin pour les herboristeries, pour les herboristes, vous aidez-vous au niveau des sénateurs, députés, et vous êtes beaucoup issus de milieux ruraux. Ici, comment nous on peut agir au niveau local, ici sur Paris, en proche banlieue parisienne, auprès de nos propres élus, simplement parce qu'ils sont moins touchés, moins proches de ces problèmes-là. Comment nous on peut le faire ici en ville?
Encore une dernière. Oui, alors, comment dire? Moi, je suis à la fois usagère des plantes, admirative des plantes, des écologistes aussi, évidemment. Et je me souviens de mes cours de biologie où j'ai étudié faune flore et tout ce qui est terminologie, enfin des bouquins de flore, il y a des milliers de plantes et on vous apprend dans le détail les espèces, toutes les caractéristiques, mais jamais, on prend jamais si vous posez la question de la propriété médicinale des plantes, on vous dit, les biologistes, les professeurs d'université, et puis enfin je veux dire, vous disent, ah ben non, mais ça c'est autre chose, enfin, genre, vous voyez, c'est un autre monde. Et après, quand vous êtes dans le monde, quand vous vous intéressez justement aux usages médicinaux des plantes, et ça c'est quand même beaucoup développé depuis une certaine décennie, il y a même des grands cuisiniers qui utilisent les plantes depuis déjà pour à la fois le côté gustatif, mais aussi les propriétés. Enfin, tout ça s'est développé, mais il n'empêche que l'idée, c'est que je trouve très intéressante l'idée de faire une formation d'herboriste, pas seulement pour être professionnel, mais aussi pour connaître. Moi, par exemple, ça m'intéresserait cette formation, parce que c'est important de connaître les choses. Et j'exprime aussi un grand regret, c'est que je vois que les sciences naturelles, c'était déjà le parent pauvre à l'époque où moi j'ai passé c'est quand même pas tout jeune, le bac et ça, mais maintenant c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1h30 tous les 15 jours, et les sciences de la nature, de la vie, tout ça, on appelle même plus. Ça, c'est un peu désespérant de voir qu'effectivement, on parle beaucoup d'écologie depuis des dizaines d'années, on parle, ça communique sur l'écologie, mais en fait, les connaissances de base sur la cellule, sur les végétaux, sur la biologie, qui sont, à mon avis, indispensables pour prendre conscience à la fois des urgences, de la gravité, de la beauté, des enjeux, des problèmes de l'écologie, eh bien, il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'heures dans les lycées, dans les collèges et partout, et ça, je ne vais pas dire que c'est désespérant, parce que je suis quand même du côté des gens qui veulent y croire et avancer, mais quand même, il faut le dire, et on a des décideurs aujourd'hui qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont jamais eu une seule notion de ces questions-là, du vivant. Maintenant, le mot vivant, tout d'un coup, il devient aussi un peu à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire un vivant? Si on met les virus au même niveau que des plantes médicinales, si vous voulez, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut vraiment, et moi je suis une simple citoyenne, j'habite à Bordeaux, je suis écolo depuis très très longtemps, je fais mes études en Bretagne, mais bon, je suis à la fois, en colère, et en même temps, j'ai aussi encore beaucoup d'énergie pour y croire et avancer dans le bon sens. Et cette école dont vous parlez de la guerre, je trouve que c'est ça, il faut vraiment, et ce que disait monsieur aussi, de promouvoir, je suis arrivée en retard, j'ai entendu les autres parler, mais promouvoir ce que vous avez dit, monsieur, promouvoir, vous avez un montage, j'ai compris, et nous avons encore quelques années pour faire avancer. Comment nous, en tant que citoyens, on peut être utilisé comme relais pour encourager ce mouvement-là et dire qu'on a besoin de connaissances, d'informations. Si les gens connaissaient les plans de la vie, ils seraient beaucoup plus respectueux et puis la connaissance, c'est important. Enfin, bon, bref, merci beaucoup d'être là avec nous pour ça. Des séries de 3, c'est bien. Avant de passer à Thierry, à Michel et Claire, en 2 mots déjà, par vos propos, vous avez pratiquement donné les réponses à vos questions. C'est véritablement les convictions fortes que vous avez les uns les unes et les autres sur la nécessité d'ouvrir le champ par rapport à l'enseignement. Alors, on n'a pas trouvé de majorité encore, mais de demander encore plusieurs fois, on a déposé des amendements pour demander que dans chaque école primaire, maternelle, il y ait un jardin avec plantes potagères, plantes médicinales, pour dès le plus jeune âge initier au vivant végétal, à la vie de la terre et tous ces aspects-là. On regrette également par rapport aux sciences naturelles les reculs qui sont faits alors que l'on devrait évoluer. Sur la question de l'enseignement, il y a 5 écoles d'herboristerie en France qui sont reconnues, qui donnent d'excellentes formations. Par contre, le diplôme n'est pas reconnu. Et s'il y avait la reconnaissance des métiers, c'est notre objectif par la proposition de loi, c'est aussi la reconnaissance d'une formation diplômante et qui soit encadrée, évidemment. Et enfin, sur les questions, mais comment on peut faire, nous, citoyennes et citoyens? Alors,
vous serez sollicité, et au sens très large du terme, et on souhaite que la presse joue son rôle aussi là-dedans. Je suis convaincu qu'on va y arriver, à savoir, je vous ai parlé de l'interpellation des parlementaires. Lorsqu'il y a un sujet, que l'on se prend suffisamment de temps en amont, et on fait savoir à la population quels sont les enjeux, de telle sorte que vous puissiez, sur chacun des départements, aller rencontrer vos parlementaires pour leur demander quelle est, non pas la position de leur parti politique, à eux-mêmes, quelle est leur position en leur âme et conscience. Et comme ça, je suis convaincu qu'on trouvera de nouvelles majorités improbables, parce qu'ils ne seront plus sous le joug des mots d'ordre de vote. On sait comment ça marche, et on sait aussi que le lobbying de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens, il joue sur les partis politiques, et on voit des collègues qui sont aux ordres. Ils partagent le même point de vue que nous, mais tu comprends, je ne pouvais pas m'écarter parce que ceci, parce que cela. Il faut que ça soit terminé. On parle de transition dans tous les domaines. La transition politique, elle passe par là aussi. L'interpellation des citoyennes. Et moi, je prône évidemment la non-violence, l'interpellation très soft, mais très déterminée. Toi, tu es là pour nous présenter quelle est ta position sur ces sujets. Et dans la mesure où vous avez les informations des enjeux, eh bien vous aurez un rôle à jouer, et cela sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin aussi. Les Outre-mer aussi est intéressé, c'est juste extraordinaire le potentiel sur les Outre-mer, et on parle beaucoup maintenant de la résilience et de la souveraineté des territoires. Eh bien là, ils ont des atouts extraordinaires dans l'intérêt général de la planète. Merci. Voilà, moi je pense qu'il faut aussi regarder ce qui s'est fait, c'est pas une fatalité la situation, et effectivement, dans les écoles, on a enseigné la botanique. Moi j'ai connu un vieux qui s'appelle Pierre Bressol, qui disait il n'y a pas longtemps, il était professeur de botanique à l'école normale, c'est-à-dire que les instituteurs étaient formés à la botanique. On trouve des petits ouvrages où dès l'école primaire, il y avait même des fois des chantiers de cueillette qui étaient faits par les enfants. C'est un peu une autre époque, c'était un peu l'effort qu'on demandait à la nation, bref. Je veux dire, tout est possible. L'histoire le montre, c'est vraiment juste une question de volonté. Et c'est pas juste une histoire de ruralité. Les herboristes, ça peut se dire à des élus, y compris des élus en ville. Il y avait 4 à 5 000 herboristeries en France avant 1941. 80 à 90% étaient en ville. Donc c'est pas juste une histoire de paysans et de gens qui se forment du rural. Il y a un besoin d'herboristes aussi en ville. Actuellement, aujourd'hui, il doit rester à Paris 3, 4, 5 herboristeries. Il y en a 2 qui sont en procès. Il y a un acharnement même parfois contre elles. Les gens qui sont relaxés, ça fait en appel, ils sont condamnés. Donc ça peut se dire aux élus. Il y a une attente large, y compris en milieu urbain d'herboristerie. Et il y a 4 ou 5 000 entreprises qui sont prêtes à exister, qui demandent qu'à exister. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est entendable. Et j'étais très content de voir que dans la mission, parmi les 39 propositions qui ont été adoptées à l'unanimité, il y avait cette idée de réintégrer la connaissance des plantes à tous les niveaux. À l'école primaire, dans les collèges, de faire des jardins botaniques, d'enseigner la botanique, jusque dans les études de médecine. Comment? Mais jusque dans les études de... Oui, à tous les niveaux, ça doit être fait à tous les niveaux, mais c'est vrai que si on commence tôt, c'est encore mieux. Mais à tous les niveaux, et la mission l'a souligné aussi qu'il y avait un besoin de réenseigner les plantes médicinales dans le cursus de pharmacie, où aujourd'hui c'est quelques dizaines d'heures à peine, et dans le cursus des médecins, où ça paraît assez difficile à croire, mais là on est à 0 heure d'enseignement sur les plantes. Ça paraît aberrant, parce que c'est quand même la plus vieille médecine du monde, c'est pas les plantes, on en est arrivé là. Mais c'est vraiment pas du tout une fatalité. Je suis beaucoup plus pessimiste que vous. Et même vis-à-vis de notre parti. Qui s'intéresse à revaloriser les plantes, à faire en sorte à ce qu'on soit autonome, à faire en sorte à ce qu'il y ait une pluralité de thérapies? Eh bien, vous regardez, vous en voyez beaucoup, vous qui montent au créneau pour défendre la naturopathie, regardez l'homéopathie, comme elle se fait déglinguer, etc., etc. En fait, on est dans le vieux monde qui est sur... Il y a des labos qui ont des molécules chimiques, il y a des labos qui pompent la pharmacologie traditionnelle pour fabriquer les molécules de synthèse, et on veut spécialiser la santé par des gros groupes
qui vont garantir la sécurité, l'inocuité et l'efficacité du produit. C'est ça l'orientation actuelle. Et même dans notre parti, je trouve que avant on défendait beaucoup les médecines douces, on défendait beaucoup les médecines complémentaires. Et vous avez vu, vous, notre parti intervenir sur l'homéopathie quand ils ont été déglingués? Vous avez eu notre parti qui intervient sur attention, il ne faut pas qu'il y ait de brevets sur les plantes, il faut que ça soit toujours un bien commun, il ne faut pas qu'il y ait un accaparement. Vous voyez, des plantes à destination du business. C'est pour ça qu'on a voulu faire cet atelier, pour tout vous dire. Pour dire qu'il faut que notre parti retrouve un peu son ADN. Parce que maintenant, on est dépassé même par la demande des gens. Les gens, ils en ont marre des molécules chimiques. Ils voient bien que tout médicament peut soigner, mais en même temps que les médicaments ont des effets secondaires. C'est pour ça qu'ils vont sur les plantes. Parce qu'il y a moins d'effets secondaires, il n'y en a pratiquement pas. Et surtout, ça peut soigner des maladies chroniques. Et bien ça, c'est pour ça qu'on veut revenir à de la formation, on veut revenir à ce qu'il y ait une éducation. Vous voyez, moi j'ai été prof d'IUFM pendant des années. Eh bien, je formais mes instituts. Alors maintenant, des IUFM, il n'y en a plus. Hein, il n'y a plus cette formation à long terme, parce que je les avais 3 ans, mes élèves. Même après, en formation continue, je les avais. Et c'était le jardin, c'était la connaissance au niveau des plantes. C'était parce que pour moi, le respect va avec la connaissance. Et quand je vois des gens qui coupaient des orchidées, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'est qu'une orchidée. Et vous voyez, pour ça, le respect va avec la connaissance. Donc c'est très important que, au niveau des plantes, on retrouve, vous voyez, que ce soit des plantations, que ce soit décortiquer une plante, qu'on le respecte ce que c'est. Et ça, maintenant, c'est l'ordinateur, c'est le virtuel. Et vous avez même des applications sur votre smartphone où vous prenez la photo et vous avez le nom de la plante. Alors vous avez le nom de la plante, vous avez tout compris en plante. Voilà, 95% de réussite. Mais le nom n'explique pas ce que peut apporter la plante. Donc, il y a un aspect qui m'inquiète, c'est le rouleau compresseur qu'on a à l'heure actuelle. Vous voyez, sur l'accaparement, on parle de l'accaparement des terres, l'accaparement du vivant par ça. Et ça, je trouve que notre parti doit être très attentif à ça. Nous, on est pour la diversification, on est pour le pluralisme, on est pour donner aux gens, vous voyez, un panel pour les soigner. Et ça, eh bien, ça va à l'encontre des lobbies, je vous signale. Et ça passe aussi par, alors, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais interpellez vos sénateurs et vos députés, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Est-ce qu'il se passe que vous savez qu'ils marchent que si c'est politique, hein? Donc, il y a un texte qui doit être passé, il faut les interpeller là-dessus. Et en même temps, au niveau des maires, maintenant écolo, il faut qu'ils fassent un état des lieux du patrimoine qu'ils ont. Et ça sensibilise les gens, vous voyez, pour dire quelles sont les différentes variétés de plantes, etc. Est-ce qu'on peut mettre d'autres plantes, des plantes mellifères? Parce que les gens savent qu'il y a des plantes mellifères. Et maintenant, de savoir lesquelles et tout. Donc, on a besoin de spécialistes. Oui, la connaissance, elle s'apprend par rapport aux actions qu'on peut mener. Donc il y a plein de choses à faire. Mais il ne faut pas lâcher ça, parce que si on lâche, eh ben, on n'aura qu'une médecine chimique. Et on va supprimer petit à petit tous les gens qui essaient de faire autrement. Et vous voyez l'impact sur l'emploi, parce que c'est important peut-être d'avoir des producteurs qui valorisent, soit qui font de la culture, soit qui font de la cueillette, parce qu'ils valorisent notre patrimoine. Donc c'est pour ça que moi je défends, vous voyez, cette pluralité. Moi je pense qu'il y a un truc essentiel qui revient, c'est la question de la transmission et du lien. Dans ces deux questions, c'était assez présent. Sur l'éducation à l'environnement globalement, parce que c'est pas seulement sur l'espace végétal, hein, c'est simplement la connaissance de ce qui nous entoure. Je pense qu'il y a une question fondamentale à se poser, et oui, qu'elle ne concerne pas que l'école primaire, que pour moi, la connaissance de notre environnement, ça doit faire partie de ce qu'on appelle en France les humanités, c'est-à-dire les connaissances morales, techniques, pratiques, qui permettent de faire de nous des individus libres et conscients.
et qu'aujourd'hui, on n'a plus ce bagage-là, et que quand on en est dépossédé d'une partie de notre liberté dans notre rapport au vivant, et qu'il y a un bien-être réel et une capacitation, un empowerment, si on doit utiliser un terme un peu vilain anglo-saxon, à se réapproprier ces savoirs, des savoirs de connaissance sur les plantes, sur le soin, mais aussi des savoirs d'autonomie au quotidien, parce que les récolter c'est quelque chose, mais les cultiver c'est aussi quelque chose, et pas nécessairement de manière professionnelle, mais aussi être capable de le transmettre dans des espaces personnels ou dans des espaces de commun, parce que cultiver un jardin, c'est pas nécessairement cultiver son jardin, qu'il y a plein d'espaces verts, notamment les espaces urbains, qu'on pourrait se réapproprier en commun pour ramener cette biodiversité cultivée, parce que c'est quand on se transmet une plante, on se transmet un savoir qui va avec. Comment est-ce qu'on a autant de plantes dans nos jardins aujourd'hui? C'est aussi parce qu'elles ont des centaines, des milliers d'années, des hommes et des femmes se sont transmis la connaissance, et des femmes, beaucoup aussi, il faut le dire, se sont transmis la connaissance et aussi transmis les variétés. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important de ce côté-là, de ce côté de lien, et que au-delà de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des producteurs et de la formation professionnelle, effectivement, il y a une vraie transmission au grand public à tous les âges, parce que, comme le disait Michel, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas être sensible à ce qu'on ne connaît pas. Donc il y a tout un volet de sensibilisation pour moi qui est vraiment essentiel. Et puis on a des outils qui existent, enfin, je pense aux classes vertes par exemple. La classe verte, c'est un espace où on peut emmener des enfants qui n'ont pas l'habitude et on peut les plonger dans la nature. Et même moi qui vis en zone rurale quand j'étais jeune adolescente, j'ai fait des expériences comme les nuits de la chouette ou le brame du cerf. Je ne sais pas si vous avez si un jour vous avez l'occasion de vivre ça, aller dans la nature, marcher la nuit dans une forêt sans lampe, s'orienter dans la forêt sans lumière et assister à cette scène d'animaux qui poussent des cris à quelques centimètres ou quelques mètres de vous, c'est hyper impressionnant et ça rend humble par rapport au vivant. Et en fait, faire vivre ces expériences à des enfants et à des adultes, c'est leur offrir la possibilité de devenir, j'ai envie de dire, presque écologistes malgré eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et après, pour répondre à la question de monsieur qui disait qu'est-ce qu'on peut faire en local, on n'a pas parlé de l'agriculture urbaine, mais les plantes aromatiques et médicinales, c'est des cultures sur des petites surfaces la plupart du temps. Donc on a la possibilité d'installer en agriculture périurbaine. Moi je ne suis pas une grande passionnée de l'agriculture en bac, hein. Je considère que pour produire il faut un lien à la terre et que les substrats artificiels c'est pas vraiment, voilà, c'est un parti pris personnel mais je l'affirme. Mais par contre, je pense qu'il y a dans les zones périurbaines des espaces agricoles qui doivent être maintenus avant qu'ils soient artificialisés, et que intégrer les plantes aromatiques et médicinales, comme aujourd'hui on a des réflexions sur le maraîchage bio, sur le pâturage en élevage ovin, on a la possibilité de réintégrer dans des espaces urbains ou périurbains cette culture, et donc en la rapprochant des gens, en la rendant visuelle dans un paysage, et ben ça pose des questions. Voilà, il n'y a pas très longtemps, je récoltais, il y a des gens qui passaient au fond de mon champ et qui m'ont posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, forcément, passer dans le fond de mon champ en section A, c'est pas tout le monde, mais quand c'est une rue, quand c'est à côté d'une école, et ben, on rentre, on met les plantes dans le paysage, et forcément, on va changer la relation aussi des urbains et des gens qui vivent autour aux plantes et aux végétales. Alors, je consulte les maîtres et maîtresses débutants. Est-ce qu'on a encore le temps de 3 questions? En fait, l'atelier qui devait avoir lieu dans ce studio juste après est annulé. L'atelier sur les politiques en Hongrie. Donc là, vous êtes encore sur l'atelier précédent sur les bienfaits de la santé naturelle. Donc on peut encore tout à fait prendre encore quelques questions. Et donc, pas mal. Alors, 3 questions, allez-y. Et une supplémentaire pour le joker et on arrête là. Bonjour, alors je travaille avec Michel Ribasi à Bruxelles en tant qu'assistant parlementaire. J'ai une question qui m'est venue suite à une réflexion de ces écoutants, c'est qu'en fait on voit que là, on est sur une thématique ou un atelier sur les bienfaits de la nature pour la santé, où on parle principalement des plantes médicinales. On a parlé de l'université, on a parlé de la nature en général, là on l'a vu au niveau des réponses qui ont été apportées. Ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est au niveau des plantes, en tout cas, on est dans la défense de leur usage, dans la défense de leur connaissance, comme si elles ne pouvaient avoir de statut que parce qu'elles rentrent en tant que marchandises, en tant
tant que produit marchand. Et les bienfaits de la nature pour la santé, c'est aussi les espaces verts et le réensauvagement des forêts, par exemple. On sait qu'il s'agit d'un déterminant de santé et les études sont convergentes là-dessus. Quand il y a de la nature, des parcelles de nature, plus ou moins préservées, plus ou moins sauvages, on peut dire, plus ou moins naturelles, eh bien, ça fabrique de la santé, ça empêche que les maladies apparaissent, au point où maintenant on organise des randonnées en forêt, sous forme de bains de forêt qui vont faire du bien, notamment à travers la qualité de l'air, la qualité des phytoncides, des molécules chimiques sécrétées par les arbres que l'on inspire, mais aussi avec des bienfaits sur le cardiovasculaire, l'anxiété, les troubles de l'attention. Dans cette autre façon d'être en relation avec le vivant, avec la nature, les arbres, il y a aussi la tendance de reprendre contact avec le végétal, avec une approche sensible du végétal, qui n'est pas seulement l'ivresse intellectuelle. On a de plus en plus de personnes, de mouvements, ça reste un signal faible aujourd'hui, mais ça existe, où c'est pas simplement le fait d'aller serrer un arbre dans ses bras, d'aller l'enlacer, c'est aussi le fait d'aller écouter ce qui peut se passer, d'aller écouter ce qu'on peut ressentir en étant en présence avec l'arbre, par exemple en allant ressentir ce que l'on va sentir. Simplement le fait de revenir en contact, vous l'avez très bien expliqué avec l'expérience d'immersion dans la nature, sans lumière artificielle par exemple, d'être en contact avec ses sens à travers la nature. Quelque chose se passe là. Et tout ceci est en péril, pas seulement légalement, mais dans les faits. La biodiversité est en chute libre, on a l'imperméabilisation des sols, la diminution et la fragilisation des écosystèmes forestiers, des écosystèmes marins. Alors pour revenir à la dimension marchande et à la valorisation économique des plantes et du vivant, j'ai aussi envie de renverser le point de vue, et c'est ma question, de prendre le point de vue du commun, du partage, de l'offrande, de l'existence pour le marchand. Alors qu'en est-il du statut légal du bien commun? Qu'en est-il est-ce que la nature, la biodiversité, plutôt que d'être défendue légalement parce que c'est un produit, parce que c'est reconnu, parce que c'est dans un référentiel, est-ce que par essence, ça peut avoir une existence légale, ou c'est reconnu en tant que tel, en tant que bien commun, en tant qu'espace politique à préserver, en tant qu'espace commun qui concerne le collectif et que nous avons à partager dans le contexte légal français, parce que le contexte européen, c'est notre affaire. Merci beaucoup pour vos explications. J'ai adoré le fait que, grosso modo, on part d'une tisane, d'un truc simple, et puis finalement on parle des lobbies, on parle de tout, en fait, et on montre clairement la nécessité de ne pas être seulement un environnementaliste, mais d'aller sur de l'écologie politique. Et du coup, ça me questionne, parce que là, ça veut dire que tous vos combats consistent principalement à se faire reconnaître par l'économie capitaliste, en fait, pour effectivement l'intégrer. Donc je comprends que c'est absolument nécessaire pour qu'on n'oublie pas et qu'on ait le droit de se soigner naturellement, voilà, de se nourrir naturellement. Mais par contre, je me demande si un autre axe n'est pas de développer justement avant tout le don et le partage sur ces bases-là, de sorte qu'on n'abandonne pas notre combat, mais il devient même l'intérêt du capitalisme et des entreprises d'accélérer le fait de pouvoir vendre ces éléments-là, puisque sinon, chacun s'en sert déjà. J'avais une première question, ça rejoint un petit peu ce qui a été commenté tout à l'heure. J'ai lu dans ça fait déjà un petit peu de temps que des architectes paysagistes disaient que l'arbre dans un quartier jouait un rôle d'apaisement psychologique des gens qui vivaient dans le quartier. Alors, est-ce que vous avez là-dessus des informations? La deuxième question touche, comment dire, ces produits, parce que la société demande effectivement des produits naturels. Et on a des petits laboratoires qui nous vendent des pilules en complément alimentaire capables de guérir toutes sortes de maladies, en particulier les maladies de vieillesse, que vous connaissez tous. Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et une quatrième et dernière. Moi, je voudrais réagir à ce que vient d'entendre. J'ai l'impression que c'est un peu un autre sujet, parce que là, la question, c'était l'herboristerie, les plantes, les soins, les plantes médicinales. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que
il y a les détracteurs, c'est-à-dire que quand vous allez il y a des détracteurs extrêmement puissants de choses, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ils sont interdits de mentionner sur leur emballage le fait que ça puisse soigner quelque chose. Donc, et alors je ne sais pas si c'est l'anti-pharmacien ou tout, mais en tout cas, donc c'est vraiment, c'est un combat à défendre. Donc c'est pas du tout l'enjeu de la marchandisation de la nature, c'est une question, mais pas sur ce sujet-là. Ce sujet, c'est défendre l'herboristerie, la production des plantes médicinales dans de bonnes conditions, c'est-à-dire effectivement que ça soit bio, que ça soit etc. Et puis avoir le droit de les commercialiser pour que les usagers puissent avoir le droit de les acheter et de se soigner, même si on n'est pas se soigner ou en tout cas prévenir avec des plantes qu'on pourrait acheter sous forme concentrée ou sous forme de simples herbes. Voilà, et ça c'est un vrai combat parce que parlez autour de vous, le nombre de gens qui sont, y compris chez les médecins, qui sont extrêmement méchants, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas je ne connais rien, allez voir, ils vous dénigrent la chose d'une façon, ils vous traitent quasiment, enfin ils vous traitent pas, mais on sent le discours d'obscurantisme, de tout ça. Donc, vous voyez, comme si les plantes c'était quelque chose de pas assez bien. Alors on sait très bien que les principes actifs de plein de médicaments très performants sont extraits des plantes, sauf qu'ils utilisent une seule ou deux, il n'y a pas de synergie. Bon, je veux pas faire en tout cas, il faut bien prendre la mesure du fait que c'est un sujet qui, comme l'écologie en général, subit des attaques extrêmement violentes et voilà, il ne faut pas être de ça. Déjà par rapport à la question du bien commun, je trouve que justement derrière les plantes et notamment en cueillette, ça pose cette question-là de manière très concrète, parce que très souvent les gens qui font de la cueillette sauvage cueillent ailleurs que chez eux, que sur leur propriété, que les choses sont en location, donc on arrive justement sur le territoire du bien commun, parce que moi par exemple j'ai des sites de cueillette qui n'appartiennent pas, et d'autres personnes peuvent venir cueillir, donc ça réinterroge un peu ça. À qui appartient la ressource, et du coup ça pose des questions vraiment intéressantes. Il y a une association de cueilleurs qui existe, l'AFC, où ces questions-là sont posées, et donc en fait où la fleur sauvage revient justement à un bien commun, alors peut-être partagé par une profession principalement, mais c'est en tout cas ça soulève vraiment cette question-là. Et il y a eu d'autres questions, mais j'ai un peu perdu le fil. J'ai un peu perdu le fil. Sur la transformation des plantes. Alors, effectivement, il y a tout un business très très important qui se fait autour notamment des compléments alimentaires, où aujourd'hui la peur en matière de santé est toute puissante en ce moment. Je crois qu'on n'a jamais vu ça et ça atteint des proportions qui sont un peu délirantes. Donc évidemment, c'est un levier pour la consommation qui est très fort, la peur. Donc il y a des gens effectivement qui surfent là-dessus et qui proposent des solutions miracles aux gens qui voient que le nombre de jours potentiels qui leur reste est en train de décroître. Donc voilà, c'est un gros marché. Et là aussi, je trouve que l'herboristerie, c'est aussi une manière de résister à ça, parce que les consommateurs, en tout cas ceux qui viennent vers des gens comme moi ou vers l'herboristerie, c'est justement peut-être des gens un peu plus autonomes, en quête d'autonomie, et qui, alors il y a sûrement le client lambda et qui clique sur internet pour faire venir le truc auquel il croit à peine, mais il espère que ça va marcher. Mais moi je vois quand même aussi, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui posent des questions, qui ont lu, qui sont informés, qui commencent à se réintéresser à c'est quoi la santé, c'est quoi la maladie, qui se réintéressent à leur nutrition, à leur sommeil, des choses vraiment de base, vraiment essentielles, et qui sont justement plus ces espèces de consommateurs victimes. Donc je trouve qu'il y a, pour moi je trouve qu'il y a quelque chose de très, très positif. Cette question de à qui appartient la plante, notamment lorsqu'elle est sauvage, c'est une question qui ne se pose pas trop normalement. On dit on est propriétaire d'un endroit où on l'a loué, où on a payé une concession. Là ça pose une question, finalement c'est une ressource qui est à personne, et c'est des nouvelles questions, du bien commun. Et la question de je ne vais pas juste avoir une potion miracle que je commande sur internet, mais pourquoi justement je cherche autre chose. Et je trouve que dans la clientèle, ou en tout cas dans le public qui se tourne vers l'herboristerie, il y a des gens qui j'ai l'impression, en tout cas, enfin ceux qui viennent vers moi, viennent pas juste pour consommer bêtement, mais qui sont une vraie démarche de reprise d'autonomie, de compréhension de leur vie, de leur parcours de vie, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Et je crois qu'ils ne cherchent pas juste un produit qui va les sauver, mais
un peu de sens dans leur vie. Et il y a une grosse demande aussi d'apprentissage. Enfin, il y en a qui ont été formulés là, il y a des gens qui souhaitent se former. Là, c'est pareil, c'est au-delà de dire je vais en faire un métier qui va me faire gagner ma vie, au-delà de dire je vais trouver les remèdes qui vont me permettre de rester jeune le plus longtemps possible. Il y a aussi, pour moi, derrière une quête de sens, de retrouver un peu de sens dans sa vie et de voir quel lien on a avec son environnement immédiat. Donc, c'est pas juste de la marchandisation, c'est pas juste les professionnels qui veulent faire un business, je pense qu'il y a bien plus que ça. Juste, on nous a proposé de venir intervenir aujourd'hui en tant que professionnel, mais il y a tout un espace de transmission des savoirs autour des plantes qui est dans un cadre non marchand. Il y a des associations, je pense notamment sur la phytothérapie, sur la gynécologie. Il y a des groupes de femmes qui partagent sur les échanges sur la phytothérapie pour le soin. Voilà, le soin gynécologique et les soins postpartum et la grossesse, etc. Il y a des associations qui existent et donc en fait il y a aussi des espaces non marchands de transmission et c'est important, c'est-à-dire qu'on a parlé de la formation initiale à l'école, on a parlé de la formation professionnelle dans le cadre de la possibilité de s'installer comme herboriste ou comme paysan herboriste, mais la transmission des savoirs, parce que la transmission des savoirs autour des plantes depuis des millénaires se fait entre pairs et dans un cadre informel et par des traditions orales. Donc en fait, on le sait ce truc-là, et que dans ce cadre-là, il y a du collectage à faire. Voilà, je pense que c'est un truc qui est important. Moi, notamment sur mon territoire, il y a un garçon qui s'appelle Christophe Auret, qui a écrit des ouvrages passionnants, qui est vétérinaire, donc c'est encore un angle un peu différent. Et pour sa thèse de veto, il a fait du collectage auprès des anciens, de la même manière que je peux le faire pour le chant traditionnel, par exemple. Donc il prenait à la mairie toutes les dates de naissance qui étaient antérieures aux années 40, et il allait rencontrer les gens pour leur demander comment est-ce qu'ils soignaient leurs animaux, comment est-ce qu'ils utilisaient les plantes, etc. Et puis en fait, ce collectage, il a mis en place, c'est une gymnastique qu'il a mis en place pendant sa thèse et qu'il n'a jamais cessé de pratiquer. Donc il a écrit beaucoup d'ouvrages que je vous conseille d'ailleurs. Et je pense qu'à la fois ce volet de collectage, être capable d'aller voir les gens qui possèdent encore ces savoirs populaires et la transmission de ces savoirs ensuite par le vecteur du livre, mais plus encore par le vecteur interpersonnel, et dans un cadre totalement non marchand et totalement de bien commun de l'humanité, et de se dire que ce savoir ne doit pas se perdre et qui doit être transmis quelle que soit l'angle qu'on choisisse, voilà, que ce soit les femmes, les animaux, voilà, parce que souvent c'est quand même une approche par thématique, mais ça peut être une approche transversale juste d'intérêt au monde végétal, par ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense qu'il y a un enjeu très fort là-dessus, et donc il y a des associations qui existent. Alors, je peux être critique par ailleurs sur l'application comment ça s'appelle PlanteNet, voilà, ou les MOOC de Tela Botanica, où les gens s'inscrivent et après se disent ah je vais faire de la botanique parce qu'il s'en suffit 4 heures, voilà. Mais il y a là-dedans quelque chose d'important qui est le nouveau lien au vivant, avec par contre la petite critique que je garde avec ce que dit Michel, qui est le fait de dire ça ne se consomme pas ce savoir. Ça n'est pas juste quelque chose qu'on peut... Et moi, ça fait seulement 20 ans que je fais de la botanique, mais 10 ans que je le fais vraiment, parce que c'est mon métier. J'apprends tous les jours des centaines de choses. Thierry, on en a parlé, des botanistes beaucoup plus expérimentés, auprès de qui je vais chercher des enseignements, parfois ne savent pas répondre à mes questions, et me disent « Ah, c'est bien, je vais apprendre quelque chose de nouveau ». C'est un processus. Donc ce qui est important, c'est de transmettre la méthode, la curiosité, l'observation, savoir observer autour de soi. Je le vois, des fois je me promène avec les gens, je vois qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire, quand je montre des choses, simplement des petites choses au sol, des animaux, des traces, des graines, etc., je vois qu'ils ne les voient pas. Et en fait, c'est simplement ça, c'est changer le regard. Et après, une fois que la curiosité est éveillée, ça ne s'arrête jamais. Puisqu'on va toujours poser ses yeux sur quelque chose qu'on ne connaissait pas avant et on va en chercher ce que ça signifie, etc. Donc je pense que quand même cette question que vous posiez, tous les deux, quelque part sur la question du cadre non marchand, enfin, comment est-ce qu'on fait de la transmission, comment est-ce qu'on sort ça simplement du débat juridique, technique, qui est nécessaire pour nos métiers. Enfin voilà, on en a besoin du travail de Joël, on a besoin du travail de Michel. On a besoin d'aller au clash contre les conseils de l'ordre, on n'a pas parlé, mais cet ordre qui n'a pas lieu d'exister en fait. C'est un vrai lobby pour le coup, parce qu'un conseil de l'ordre, c'est hors droit, quoi. Et donc, il faut mener ces luttes, mais par ailleurs, ces espaces-là, qui sont à mon avis un peu plus apaisés,
mais pas moins important dans les combats qu'on a à mener. Voilà, et oui, et le rapport au vivant, quand je disais observer autour de soi, etc., et ben, c'est pas forcément d'ailleurs, c'est un truc essentiel dans les plantes médicinales, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes logiques que la médecine traditionnelle. On va pas forcément vers les plantes avec une pathologie. On va vers les plantes pour aller vers les plantes, pour aller vers un bien-être global. Et le lien à la nature, c'est ça. On va pas dans la nature forcément parce qu'on est stressé. C'est retrouver un lien régulier à la nature, remettre du végétal dans les paysages, réensauvager les espaces et recréer du lien. C'est un moyen d'être en bonne santé et de ne pas être malade. Parce que ça me dérange toujours quand on le présente pour lutter contre le stress ou lutter contre... Non, enfin, c'est juste, la santé, c'est le fait de ne pas être malade. C'est pas le fait de soigner des pathologies. Et donc, à ce titre-là, effectivement, retrouver un lien à la nature et retrouver un lien au vivant, c'est essentiel pour notre santé commune, en fait. Notre santé d'humanité, notre santé à tous individuellement, mais notre santé à tous collectivement. Juste pour vous dire, je voudrais revenir sur la marchandisation. Moi, mon rôle de législateur, c'est de faire en sorte à ce que tout le monde ait accès aux plantes, ait accès à des médicaments à base de plantes, et qu'en même temps, on favorise la multiplicité des producteurs. Donc, c'est pas seulement la marchandisation qui m'intéresse, mais c'est de donner un cadre où tout le monde peut avoir accès. Parce que si on ne le fait pas, vous connaissez le système, il y a des fusions, il y a des gros groupes qui voudront avoir le monopole sur les choses. Et il y a eu plein de luttes terribles, par exemple, sur les brevets vis-à-vis des plantes. Parce que ce que on a peut-être chanté, c'est qu'il y a les groupes pharmaceutiques qui voulaient avoir des brevets sur l'immortel, qui voulaient avoir des brevets sur les plantes parce qu'eux-mêmes en extrayaient la substance. Et il a fallu qu'on se bagarre d'un point de vue international, d'un point de vue européen, pour que ça ne soit pas possible. Ils ne peuvent avoir un brevet que si c'est génétiquement modifié. Mais si c'est un être vivant, ils n'ont pas le droit de déposer un brevet. Donc ça c'est mon rôle, mais tu vois, c'est pas pour favoriser le côté marchand, c'est pour faire en sorte à ce qu'il y ait un accès pour tous. Et ce qui m'inquiète au niveau des plantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec la réglementation par exemple, de la Commission européenne et la complicité des États membres d'ailleurs, on ne favorise que les gros groupes, parce que si on demande 60 000 €, tu vois, pour enregistrer un produit, eh bien, on sait très bien que les petits producteurs, ils ne pourront jamais le faire. Et qu'en plus, il y a des institutions de contrôle comme la DGCCRF qui va être là pour contrôler et leur donner des sanctions. Donc moi, mon rôle, c'est de dire non. Tu vois, il faut qu'on permette à des petits producteurs d'exister, parce que sinon, demain, on n'aura que des multinationales. Hein. On n'aura que des grosses boîtes. Donc c'est ça notre rôle. Après, il faut que ça passe aussi par une connaissance. Parce que tu parlais de l'observation, mais moi quand j'avais des élèves, plus ils avaient de la connaissance, plus ils observaient. Parce qu'on n'observe pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc tout ça, et plus il y avait un respect. Donc le poids de la connaissance est terrible. Et puis je vous dis, il faut qu'on soit sur la pluralité des thérapeutiques. Parce que chez certaines personnes ça marchera, chez d'autres ça ne marchera pas, mais il faut qu'il y ait cette possibilité de pluralité. Et puis, au niveau des plantes, c'est ce que tu disais, il n'y a pas que l'aspect médical, il y a l'aspect beauté, il y a l'aspect diversité des variétés, il y a l'aspect... C'est extraordinaire ce monde. Et c'est un monde mal connu. Et je trouve que il faut qu'on fasse le forcing pour que les gens aillent voir les herboristes, parce qu'en passant par les herboristes, ils vont s'intéresser aux plantes. Et ça, c'est extraordinaire. Même ils vont s'intéresser à Joël Labbé. Et surtout, alors, je voulais dire, est-ce que tu as mis un peu d'aphrodisiaque là dans ta... Ah, vas-y. Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure. Je voudrais
d'abord toutes et tous vous remercier et de votre attention et de votre réactivité sur la qualité des questions, et puis à nos trois intervenants, bien la qualité des réponses et aussi la qualité de votre engagement, que ce soit au niveau politique ou engagement sur le terrain. Derrière, il y a la question de la réconciliation, la réconciliation de l'humain avec le vivant végétal, tout comme le vivant animal. Quelqu'un nous a manqué, c'est Pascal Dair, moi j'en avais parlé au début. Monsieur, lorsque vous avez parlé de l'apaisement que provoque l'arbre sur l'humain, ou les arbres, le vivant végétal sur l'humain, c'est évident et c'était l'objet de sa présentation. Ce sera pour une prochaine fois. Et pour conclure la conclusion, Michel, avec beaucoup de lucidité, a dit tout à l'heure, moi je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que vous, en regardant en face cette forme de rouleau compresseur qui nous lamine, qui tente de nous laminer. Il est important d'être lucide là-dessus, mais la lucidité, c'est aussi de se dire que les uns et les autres, on peut être plus fort qu'eux si on est véritablement mobilisé. Parce que sur la question du pessimisme, il y a une expression que j'aime bien, on est tellement dans l'urgence qu'on n'a plus le temps d'être pessimiste. Alors, au boulot.